Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. La majorité des spécialistes du droit est unanime que la crise au sein de la Cour constitutionnelle est un outrage au fondement juridique. Pour les ONG de défense des droits de l'homme, une décrépitude de la démocratie, tous parlent d'une violation grave des textes de loi. Les derniers actes de la Cour constitutionnelle, en l'occurrence la motion de défiance du 5 septembre 2018 et l'arrêt du 12 septembre 2018, violent catégoriquement les textes précités, notamment les dispositions de l'article 158 de la nouvelle loi organique sur la Cour suprême du 23 février 2017. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens appelle les membres de la Cour constitutionnelle au respect de la Constitution et tous les textes législatifs et réglementaires régissant la juridiction. De l'observation faite par ces hommes de droit, la démarche des frondeurs s'est avérée étriquée. Des carences ont été notées à plusieurs niveaux, à l'échelle notamment des exposés des motifs et de faits. Ajoutez à ceci la motion de défiance contre le président de la Cour constitutionnelle. Le numéro de l'arrêt, il est dit que c'est l'arrêt numéro 001. C'est comme si, au courant de cette année, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle n'avait pris aucun autre arrêt. Deuxièmement, ils ont dit que l'arrêt a été rendu avec l'assistance de M. Kaba, le greffier en chef. Ce qui, à la vérité, est faux. Parce que le greffier en chef n'a jamais assisté à une telle audience. La Cour constitutionnelle, gardien de la Constitution, s'est fourvoyée elle-même. L'Organisation guinéenne des défenses des droits de l'homme pense que la crise pourrait être résolue par l'implication de la Cour suprême. Une option qui n'est pas encore envisagée. Tout part du constat de l'impact dévastateur de la crise Ebola en Afrique de l'Ouest. Il est devenu évident que les administrations douanières jouent un rôle primordial, d'où la création de ce projet CERED par l'Organisation mondiale de la douane. Depuis mai 2016, cette organisation fournit un soutien aux administrations douanières qui ont été affectées par la crise d'Ebola, notamment la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, le Mali, le Sénégal et le Nigeria. L'idée ici, c'est de permettre que les différents pays puissent échanger, évaluer ensemble le projet pour être sûr que les objectifs que nous nous sommes fixés au départ ont été atteints ou pas, et s'ils n'ont pas été atteints. Dans ce postulat, des efforts restent à faire quand il s'agit de la relation entre les actions humanitaires et la douane, note la représentante de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Ce projet CIRED nous a donné l'opportunité unique de nous rapprocher de vous, de connaître les défis que vous rencontrez au quotidien, liés au trafic, au terrorisme, et trouver des solutions pour travailler ensemble, main dans la main. L'implication de la douane dans la lutte contre les maladies épidémiques veut aussi dire l'utilisation efficace des équipements de protection individuelle. Des étapes à suivre seront portées à la connaissance des participants. Je voudrais donc, après avoir rappelé un peu le contexte, vous souhaitez un excellent séjour à Conakry et demander aux participants d'apporter toute l'attention aux débats qui seront menés ici. La rencontre de Conakry est une véritable aubaine pour les participants qui doivent fournir de fortes recommandations à l'issue des 3 jours. Sur cette image, assise près de son père, Fatoumata Bintaba, âgée de 12 ans, a l'air bien portant. Mais derrière cette image se cache une souffrance liée à une brûlure survenue il y a 6 mois dans un village de Mali-Yembérin. Ses cuisses, ses mains et sa partie intime sont sérieusement affectées. Ma fille nous préparait le petit déjeuner et sa mère était déjà sortie. Elle a mis la marmite sur le feu et c'est là que son pain a été brûlé et une bonne partie de son corps. La fille est actuellement admise à l'hôpital Iansdine où elle suit des soins. Mais son traitement
nécessite des moyens que ses parents n'ont pas. D'où cet appel. C'est grâce à certaines personnes de bonne volonté que j'arrive à m'en sortir avec ma fille. J'invite tout le monde, y compris le gouvernement, à m'aider pour que ma fille soit opérée, afin qu'elle recouvre sa santé. Fatoumata Bintaba a besoin d'aide pour subir une opération qui nécessiterait 20 millions de francs guinéens selon les médecins. Au besoin, joindre ce numéro 622 98 77 97. C'est ce lundi en principe que Mamadou Souma devrait être intronisé comme nouveau Kuntigi de la Basse-Côte. Un collectif de sages et de jeunes de la Basse-Côte, à travers une déclaration dans la soirée d'hier dimanche, désavoue ce nouveau patriarche. Pour ce collectif, la seule autorité morale de la région côtière reste Elhadji Serouna Souma. Celui qui sait qu'il est natif d'ici et qui souhaite participer au développement de notre région, il ne peut pas alors accepter la présence de deux patriarches. Le Kuntigi actuel, il est notre père et notre grand-parent. Celui qu'on voudrait aussi introniser, il est notre père et notre grand-parent. Alors pourquoi nous diviser en deux? En Guinée, les chefs coutumiers disposent d'une très grande influence auprès des populations de leurs régions respectives, ce qui leur vaut la convoitise des acteurs politiques. Pour les sages de la Basse-Guinée, il ne saurait y avoir un bicéphalisme autour du patriarcat dans cette région. Ils invitent les populations au respect des valeurs culturelles et traditionnelles. Nous devons garder notre dignité, parce que le patriarcat de la Basse-Guinée, ce n'est pas de la politique. Les sages demandent juste le respect pour pouvoir développer notre région. Mais sans cela, nous n'irons nulle part. En attendant d'y voir clair entre Elhadji Serouna Souma, accusé par ses détracteurs de faire de la politique, et le second, Elhadji Mamadou Souma, qui, dans une récente déclaration, s'estime la seule autorité morale qui n'est pas sous ordre. Il suffit d'une ferme secousse et en quelques secondes, toutes les amandes sont tombées de l'arbre. Dans le sud de l'Espagne, les vergers d'amandiers s'étendent à perte de vue, offrant un nouvel aspect au paysage andalou. L'Espagne est le 3e producteur mondial d'amandes derrière l'Australie et la Californie, qui produit à elle seule 80% de la production mondiale. Il faut se rappeler que ce sont les missionnaires espagnols qui ont apporté l'amande aux États-Unis. Ils ont développé une série de variétés qui ont d'autres caractéristiques. Leurs amandes sont très fructueuses, mais n'ont pas la richesse en bons gras et en sucre des amandes espagnoles. En raison de la demande croissante des consommateurs, la production mondiale a doublé en 10 ans, atteignant 1,2 million de tonnes. Aujourd'hui, de nombreux agriculteurs veulent produire plus et ont recours à de nouvelles méthodes de plantation. Elles permettent de développer un nouveau type de fruit, moins amer que celui vendu dans le passé. Avec ces lots, nous pouvons rivaliser avec les Américains. Avant, nous ne pouvions pas rivaliser avec les lots d'amandes de type non pareil au Carmel qu'ils faisaient et avec les nombreuses variétés anciennes que nous avions. À près de 5 € le kilo, la production d'amandes est beaucoup plus rentable que d'autres cultures plus traditionnelles, comme le coton et les céréales. D'après les agriculteurs, le marché est en pleine expansion et c'est toute une industrie qui se développe autour de ce fruit. Les agriculteurs nous ont pratiquement poussés à développer cette industrie. De nombreux vergers d'amandiers sont en cours de création et il n'y a pas d'industrie d'amandiers dans la région. Il y a quelques usines à proximité, mais elles ne peuvent pas assumer toute la production. C'est pourquoi d'autres usines prolifèrent. Malgré les restrictions d'eau imposées aux agriculteurs, et notamment dans le sud qui souffre de la sécheresse, l'Espagne espère récolter plus de 60 000 tonnes d'amandes cette saison. Une augmentation de 15% par rapport à l'an passé. Un record pour l'Espagne, mais qui reste bien loin des productions américaines ou australiennes. Depuis que j'ai perdu mon fils, je me bats pour la paix. Et c'est une scène magnifique et importante. Cette action, elle est très très beau. Voilà, c'est un défilé pour la paix. C'est une obligation et un bonheur d'être là.
y a un mouvement de paix et les gens autour ont envie de suivre ce mouvement-là. Et c'est fait avec joie, avec élégance. Il y a des enfants, des adultes, des personnes qui sont en chaise roulante. Je trouve que en fait c'est la vie et c'est génial et je suis trop content d'être ici.